I would like to introduce Bruno Perrin from Label Lucie, who's Director of Operations, Cécile Villaine from SCE, Chargée de Mission RSE, and Yves Le Goebel from Connexing, who is the creator of Connexing. So these invited people are going to speak to you this morning about their experiences of working with Audencia on specifically global responsibility projects, and also I will speak to you about the MBA in Responsible Management, which is a new program that we have developed this year. So first of all, I would like to pass to Bruno, who will speak to you about Label Lucie. Au-delà de faire la promotion de Lucie, je suis plus là pour vous expliquer en fait la démarche qu'on a mis en œuvre pour répondre à des besoins des entreprises. Alors, le nom Lucie, si vous posez la question, hein, c'est en hommage à notre ancêtre à tous qui a été retrouvé par Yves Coppens dans le désert en Utopie et qui est pour nous un symbole d'adaptation de l'homme à son environnement, un environnement qui évolue. Et donc en fait, Lucie, voilà, c'est né d'une idée, c'est né de besoins en fait de PME. Ça a été créé par Qualité France Association, une association qui gère notamment le label rouge ou le label AB, hein, Fédération d'associations de consommateurs. Et en fait, il y a des entreprises qui ont dit à Qualité France, mais en fait, il n'existe pas de label pour distinguer les entreprises responsables. Donc nous, on voudrait bien quelque chose qui permette de mettre en avant pour nos clients, nos fournisseurs, nos partenaires, que oui, on est engagé en développement durable de façon réelle, sérieuse, et qu'on puisse être crédible là-dessus et aussi attirer des nouveaux clients. Et donc le cahier des charges qui a été donné par ces entreprises, hein, et donc là on est dans les années 2006-2007, à QFA, c'était de faire quelque chose de simple, de souple, de pragmatique, d'adapté aux réalités du terrain, où on peut récupérer ce qu'on a déjà fait, qui reste abordable, qui permette de communiquer, et donc qui soit vraiment conçu par les PME pour les PME. Et donc c'est ce qui a été fait, vraiment. Donc le référentiel d'évaluation a été conçu par Vigeo. Plus tard, on a été rejoint par Afnor Certification, qui sont les deux partenaires évaluateurs de cette démarche de labellisation, qui en fait sert vraiment à évaluer, valoriser toutes les démarches et les engagements RSE des entreprises et à montrer effectivement ce qu'elles font. On veut être un petit peu le label rouge de l'entreprise responsable et on l'est de plus en plus en label de référence en France. C'est applicable à tout le monde. Je précise aussi que c'est un label évolutif, donc en fait la communauté des membres Lucie, chaque année nous dit ce qu'ils veulent faire en plus pour être plus visible. Alors en fait, il y avait répondre à un besoin, mais il y a aussi apporter toujours quelque chose en plus, parce que quand on s'engage dans une démarche comme ça, on veut que ça serve à quelque chose, parce qu'on y passe du temps, on y passe de l'argent, on y met des efforts, des investissements, et donc il faut que ça vous amène quelque chose. Et en fait, nous on a conçu un processus tout en un, une démarche intégrée, qui permet de faire plein de choses à la fois, c'est-à-dire qu'avec un seul geste, avec un seul effort, une seule démarche, eh bien on va faire plusieurs choses. Bien sûr, on va déjà rentrer dans une démarche structurante de progrès continu RSE qui consiste à s'évaluer et à prendre des engagements de progrès sur les points faibles, avec un système de suivi régulier par Vigeo et Afnor, ce qui permet effectivement de garantir la crédibilité de ces engagements RSE, avec des gens qui ont pignon sur rue en la matière, mais aussi d'améliorer ses performances économiques. Pourquoi ? Parce que l'entreprise, et notamment les RSE, les PME et les ETI qui travaillent en fait sur ces facteurs de risque et d'opportunité, eh bien, diminuent via la RSE ces risques et maximisent ces opportunités. Et donc, on a des études de plus en plus nombreuses et on est en train de mener nos propres études pour prouver qu'effectivement la RSE c'est rentable. Et donc, on a un impact sur le compte de bilan, mais aussi sur le compte de résultat, pardon, mais aussi sur le bilan de l'entreprise par l'augmentation des capitaux immatériels. Bien sûr aussi, le but du jeu, c'est de gagner des nouveaux marchés, d'avoir un avantage concurrentiel différenciant, je vais y arriver. L'autre chose, c'est effectivement de rejoindre une communauté d'entreprises engagées, d'entreprises, on a aussi des associations qui ont décidé que elles allaient vraiment passer à l'action de façon concrète et que demain, eh bien, il fallait se préparer à un changement de la société et que les choses ne se feraient plus comme aujourd'hui. Et donc, voilà, on a une communauté qui grandit très rapidement, avec des gens qui veulent rentabiliser les actions de l'organisation. Alors, pour ça, on a mis en place des avantages au sein de la communauté en elle-même, mais aussi vis-à-vis de banques et assurances, et puis tout un tas de services qui sont apportés à cette communauté.
et puis bien sûr des outils de communication auprès des parties prenantes. Parce que ce que veut une entreprise engagée en RSE, la première chose qu'elle veut, c'est que ça se sache, et c'est qu'on la choisisse pour ça. Et s'il y a des dirigeants dans la salle, ils sont peut-être nombreux à penser que la RSE ça coûte mais ça rapporte pas. Eh bien en fait nous on veut que ce soit l'inverse, et on veut que par cette démarche, au final ça vous rapporte plus que ça vous coûte. Et notamment, un des axes pour faire ça, c'est de mettre ces entreprises en avant. Donc nous, on fait quatre choses. Alors bien sûr, classiquement, on fournit un label aux entreprises labellisées. Donc là, l'idée, c'est bien sûr de pouvoir le mettre sur tous les supports de communication, papier, internet, médias, vidéo, signature de mail, j'en passe, c'est des meilleurs. Et on a vraiment des membres qui débordent d'imagination là-dessus. Et on dit que c'est de la communication tirée par l'entreprise, parce que c'est l'entreprise qui va décider de tirer plus ou moins fort et d'afficher plus ou moins cette labellisation. Autre chose qu'on va faire, c'est mettre en avant les entreprises par une communication poussée. Donc nous, on a un budget effectivement pour travailler avec des agences de relations presse. Et l'idée, c'est encore une fois de mettre en avant cette communauté, parce qu'il n'y a pas de raison que des dirigeants des entreprises fassent des efforts pour être différentes, pour être plus respectueuses de leurs salariés, de l'environnement, de leurs partenaires, et qu'elles ne gagnent pas des nouveaux marchés. Donc nous, il y a une partie de ce qu'on touche qu'on reverse quelque part à la communauté en la faisant connaître. Et donc, effectivement, de plus en plus d'articles dans la presse nationale, régionale, spécialisée sur Internet, sur des blogs, des web TV, des web radios, et puis j'espère demain à la télévision. Bien sûr, on va aussi mettre en avant les membres de la communauté dans des événements RSE comme aujourd'hui. Donc, si vous allez sur notre stand, vous pourrez voir effectivement toutes les entreprises qui sont labellisées ou en cours de labellisation qui forment la communauté. On intervient un peu dans les événements aussi de ses membres. L'idée, c'est de dynamiser cette RSE et qu'elle rapporte, encore une fois, que ça devienne un outil de management stratégique de l'entreprise et de développement. Enfin, on a eu une demande des membres de cette communauté qui était de dire, mais finalement, Lucie, c'est pas encore très connu, de plus en plus, mais quand même, on a besoin d'expliquer, nous, on ne sait pas très bien le faire. Est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour nous? Eh bien oui, alors il y a des outils de communication personnalisés. L'idée, c'est de mettre à disposition effectivement des films vidéo, des plaquettes personnalisées qui expliquent la démarche, qui montrent les engagements et qui permettent effectivement, conformément à l'ISO 26000, de rendre un peu public tous ces engagements de progrès, et puis d'avoir aussi une interface sur notre page pour montrer effectivement ce que chacun fait et pouvoir montrer à ces parties prenantes, voyez, je suis dans un club d'entreprises, d'associations profondément engagées en RSE, avec une garantie de crédibilité puisque c'est contrôlé de façon régulière par AFNOR et Vigeo qui font ça depuis 10 ans et qui cumulent plus de 500 audits à ce niveau-là. Et donc oui, effectivement, quand vous voyez ce label associé à mon entreprise, vous pouvez avoir confiance et vous pouvez travailler avec moi, vous ne regretterez pas. Petite photo de la communauté Lucie. On a des entreprises et des associations de toute taille, ça va de 1 personne jusqu'à 3000. Avec depuis 2 ans une montée en puissance des filiales de grands groupes, Chimex, une filiale de L'Oréal, vous voyez ici une filiale de GDF, de Veolia, une des 18 banques populaires, une filiale de Schneider, mais aussi beaucoup de PME, de TI, qui effectivement ont le même label que ces grands comptes. Et ça c'est important parce que nous on développe une communauté dans laquelle on traite de façon équitable n'importe quel membre qui fasse 100 000 euros de chiffre d'affaires ou 120 millions. Aussi, plus on a le cycle vertueux de cette communauté, c'est que plus il y a de membres, plus il y a de moyens, plus on peut faire de choses, plus on peut rendre à cette communauté un peu ce qu'elle nous donne. Et donc on peut mutualiser de plus en plus d'outils, faire de plus en plus d'événements, avoir de plus en plus de choses mises en avant. Et la stratégie de communication, c'est de mettre en avant la communauté. Chaque fois qu'on parle de Lucie, eh bien, il y a des retombées positives pour chacun des membres de la communauté. Voilà, donc aujourd'hui 70 entreprises, il y en avait 2 fois moins à la même date l'année dernière, donc on a eu un doublement. On vise 1000 entreprises d'ici 5 ans. Alors ça peut vous paraître énorme, mais en même temps il y a 234 000 entreprises en France de plus de 10 personnes, et il y en a 1 400 000 de plus de 1 personne. Donc en vérité, si on n'arrive pas à convaincre autant de gens d'aller là-dessus, eh bien ça veut dire qu'il faut passer à autre chose, mais nous on croit qu'on va y arriver. Voilà, je vous remercie. On prend les questions juste après ou plus tard sur le stand. Merci. Donc on est situé à Nantes, on est spécialisé dans le conseil, la conception et l'aménagement du territoire et la gestion de l'environnement.
Je suis aujourd'hui ici pour témoigner du parcours qu'on a eu avec l'agence Lucie pour notre labellisation. En fait, le développement durable est présent au sein de l'entreprise depuis sa création il y a 30 ans. Et on cherchait, comme le disait Bruno, une référence pour pouvoir dire à nos clients, autant à nos clients qu'à nos collaborateurs d'ailleurs, des engagements qu'on prend et de ce qui est déjà fait dans l'entreprise en termes de RSE ou de développement durable. Et par le biais de réseaux professionnels donc situés dans la Loire-Atlantique, qui s'appelle les dirigeants responsables de l'Ouest. Le président de SE donc, en fait partie, c'est Yves Gillet. Par voilà, des connaissances via ce réseau professionnel, il a entendu parler du label Lucie. Donc ma mission a été de m'intéresser à l'agence, de rencontrer les membres et de voir si effectivement ce label était approprié à une ETI comme nous, parce qu'on est pratiquement 500 dans le groupe aujourd'hui. Voilà, on a été intéressé par la proposition de l'agence, par l'accompagnement en fait, qu'ils font pour les entreprises de notre taille. Donc là, l'objectif a été de recenser un petit peu tout ce qu'on faisait depuis de nombreuses années, à droite à gauche dans les services, selon les affinités des uns et des autres, mais toujours par conviction de notre président. Donc la création de mon poste est venue pour mettre en place cette labellisation. Et voilà, mon travail était depuis 2011 de faire un audit de l'existant, de ce qui se passait déjà chez SCE. Ensuite de se faire accompagner par l'agence pour mettre en forme tout ça, formaliser ce qui se passait déjà. Et puis on a été audité par Vigéo l'année dernière sur différents thèmes, selon les préoccupations de l'entreprise aussi, puisque le label, l'intérêt du label, c'est qu'il est aussi en adéquation avec ce qu'on est, avec ce que l'entreprise représente. Et on a été labellisé en fin d'année 2012. Voilà. Donc maintenant, on a pris des engagements de progrès par rapport à ce que Vigéo a soulevé comme point qu'on pouvait améliorer, parce qu'évidemment, on n'a pas tout bon du premier coup, sinon ça serait pas drôle. Donc maintenant, on s'engage voilà, sur différents points qui ont été relevés sans gravité extrême, puisqu'il y a différents niveaux de points relevés par soit la FNOR, soit Vigéo. Nous, on avait choisi Vigéo. Et voilà, donc on s'engage à respecter donc, ces points. Je sais que Vigéo, normalement, devrait revenir en juin l'année prochaine pour voir si on a bien fait notre travail et si on a respecté nos engagements. Voilà, le processus est en cours maintenant et le plus en fait de cette labellisation, c'est que ça permet, je trouve, de faire un point à un instant T de ce qui est fait, déjà de se rendre compte de ce qu'on fait, parce qu'on ne se rend pas toujours compte de ce qu'on peut faire à droite à gauche dans les différents services et on ne sait pas toujours que ça peut être relié à de la RSE en fait. Et puis maintenant, c'est voilà, avoir pris des engagements, pouvoir montrer à nos clients et à nos collaborateurs qu'on est engagé, qu'on a envie de progresser, qu'on est dans une démarche continue et que voilà, on ne demande qu'à s'améliorer sur le sujet. Voilà, donc en fait, le départ aussi de cette démarche, c'est que le président de SCE estime que, et je pense que tous les collaborateurs ont la même vision de l'entreprise, que l'entreprise justement n'a pas qu'une finalité économique. En fait, elle a aussi un impact sur l'environnement, sur le territoire, elle a un rôle social et sociétal qui est important. Et de ce fait, la labellisation pour nous était importante. Alors, petite parenthèse, je suis aussi là à titre de la collaboration que j'ai avec Audencia, parce que Yves Gillet est aussi membre fondateur de la chaire PME responsabilité globale avec Audencia. Et donc on a un parcours, on travaille en collaboration avec les équipes de Audencia pour monter des projets sur le thème de la RSE. Donc il y a 4 entreprises qui travaillent comme nous, 4 PME situées dans la Loire-Atlantique. Donc moi j'ai double témoignage aujourd'hui. Voilà, donc si vous avez des questions, je serai à votre disposition après. Merci beaucoup, Bruno et Cécile. I would like to also speak to you about what is happening at Audencia
specifically related to, as Cécile has just mentioned, the chair, or the institute as we call it, for global responsibility and entrepreneurship. So we have just recently at Audencia become the first institute of higher education to achieve the Lucy label. But our commitment to global responsibility really goes back to about 2004 when we signed the Global Compact. Now we can see that most of our activities in terms of research, in terms of consultancy, in terms of faculty expertise are very much centred around the Institute for Global Responsibility and Entrepreneurship, which is headed by my colleague Professor André Sobczak, who's the Associate Dean of Research. So André has been leading research projects with many small and medium-sized companies, and we're very open to further collaboration with small and medium-sized firms. We have a lot of expertise in terms of our group of international faculty who are coming from all over the world, and this is permanent faculty who are feeding into the research, who are publishing widely in all areas of global responsibility and sustainability. So whether it's human resource management, responsible finance, supply chain and operations management, we have experts in these fields who are looking at responsible management and sustainability projects. I also wanted to give you some more concrete information on what we have decided to commit to in terms of our programme development. As Director of MBA Programmes, I've been responsible for redeveloping and repositioning the full-time MBA in Responsible Management, which is currently recruiting for its first cohort of students who will join Audencia in September 2013. So this decision has not been a quick decision to refocus the programme, but it's been something that has been growing alongside our research expertise in global responsibility, because at this point we have now reached a critical mass of expertise in terms of our faculty and their competencies, and so we are in a position where we can offer an MBA which gives a very rounded experience of all areas of management, finance, human resource management, marketing, etc. But in addition to that, also gives our students additional competencies which will help them to go out and contribute to global responsibility in the workplace. So we are setting them up to develop specific skills which will allow them to consider their actions in terms of the environmental, the social and the economic impacts of their decisions as future business leaders. We have developed close partnerships to underpin this new programme. Specifically, we have the support of WWF as our key partner for the programme. Audencia has been working very closely with WWF for a number of years now, and they have influenced the direction of our teaching, learning and programme development. In addition, we have worked with the United Nations Principles for Responsible Management Education, who have also guided us in the development of the programme content. And we've been developing a partnership specifically for the MBA with the University of Exeter, which established an MBA called the One Planet MBA 3 years ago, and this has really been a leader in its field. So we will be the first European triple accredited business school to develop an MBA of its type, focused specifically on responsible management. And we'll be working with both small and large companies in our efforts to give students a very interesting experience and expose them to what is currently going on in terms of important developments in the field. So we're keen to work with companies. If you are keen to work with us, I would very much welcome your contact. We're looking for student profiles with a minimum of 3 years of experience. Our students this year come from 10 different countries around the world. Last year it was actually 15 different countries. So they have very diverse backgrounds in terms of their nationalities.
We also have approximately 50% of women on the programme this year, and that's a first for us. So lots of diversity, growing diversity there in terms of the profile of students. And we'll also be looking to work with consultancy projects for companies. We can offer small and medium-sized firms consultancy group projects from our students. Also internships would be available for companies. So please don't hesitate to contact us if you would be interested in looking at working with our MBA students in the future. So finally, I'll take the opportunity to pass to Yves Legault-Abel from Connexing. Thank you. Bonjour à toutes et à tous. Je vais m'exprimer en français. Donc, je m'appelle Yves Legault-Abel. J'ai donc créé une société quelques mois après avoir été diplômé de l'exécutive et MBA d'Audencia, d'où ma présence aujourd'hui. Diplômé fin 2008 et j'ai créé Connexing en 2009. Et en fait, en créant ma société, je me suis dit qu'il était à la fois important d'être à la fois créateur, mais de donner du sens et d'être cohérent, et donner de la cohérence. Donc pourquoi donner du sens? C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, comme le disait très pertinemment Cécile qui reprenait les propos d'Yves Gillet, je pense qu'un chef d'entreprise a un devoir évidemment de pérennité économique, mais au-delà de ça, a aussi un rôle sociétal important à jouer. En tout cas, c'est ma conviction. Donc j'ai cherché un business model qui à la fois permettait de dupliquer ce sens auprès des clients, donc avec une offre client orientée développement durable, et puis la cohérence, je l'ai effectivement intégrée au travers de mes équipes par des gestes simples et quotidiens. Donc en fait, qu'est-ce que fait Connexing? Donc Connexing, on se définit comme un facilitateur en téléphonie d'entreprise économique et écologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on vend des téléphones dans les entreprises, plutôt grandes entreprises, grandes collectivités locales, mais accessibles aussi aux PME, en France, au Benelux et en Suisse pour l'instant, qui sont des téléphones qui ont une première vie, qui en fait sont issus de la reprise de parc et qui sont en fait nettoyés dans un atelier sous-traitant, qui sont évidemment tous testés, qui sont nettoyés avec des solvants non nocifs, emballés dans un film biodégradable, mis dans un petit carton brut, vendu 20 à 50% moins cher que des téléphones neufs équivalents, avec la même garantie. Et donc, comme ce sont des téléphones de bureau et non pas des iPhones, un téléphone de bureau, il n'y a pas de valeur d'estime. Pour autant, ce qui compte, c'est l'usage. Ça fait 25 ans que je suis dans la télécommunication, 25 ans que ça passe du 300 à 3400 Hz. Donc finalement, c'est l'usage qui compte. Pourquoi pas faire un geste sur la planète? Donc on a packagé aussi notre offre avec un partenaire pour rendre visible cette offre. Ce partenaire, c'est Planète Urgence. Et avec chaque téléphone éco-recyclé que l'on vend, on plante un arbre au Mali. Donc ça m'a permis de donner de la cohérence et de la vision, de la visibilité de l'offre auprès de nos clients. Donc cette année, enfin en 2012, on a planté 12 000 arbres, donc à Mopti au Mali, et on espère en planter 8 000 de plus cette année, en 2013, aux côtés de Planète Urgence. Donc ça, c'est pour l'offre visible vis-à-vis de nos clients, qui sont 2500, ce qui permet de démultiplier cette vision du développement durable. En interne, qu'est-ce qu'on fait? Je vous parlais de cohérence, mais il faut l'être. Donc j'étais le premier Nantais à rouler en Zoé, je suis le premier aussi à rouler en Twizy. Ce matin, je suis allé à la gare en Twizy, il ne faisait pas bien chaud, mais au moins je suis sûr d'avoir une place, et au moins je ne consomme pas d'électricité, je consomme que de l'électricité, pas de CO2. On vient de créer un partenariat également avec Planète Urgence, avec E+Green, qui est en fait un petit utilitaire qui permet de prendre conscience de la consommation de ses PC, qui est un éditeur de logiciels en fait, qui permet en fait de prendre conscience de la consommation de son PC, et pour évidemment responsabiliser chacun des salariés et diminuer cette consommation électrique. Donc ça fait un mois que je l'ai installé, ça fait 5 kWh d'économiser, mais multiplié par le nombre de mes collaborateurs qui sont au nombre de 22 et multiplié par la promotion qu'on va faire auprès de nos clients, on espère bien effectivement faire des économies de CO2, également pour la planète grâce à ça. Donc l'aspect sociétal est important, également avec Planète Urgence. On a en fait mis en place du congé solidaire
Donc j'ai une de mes collaboratrices qui est partie l'année dernière, en fait, pendant ses congés payés, donc faire une mission d'accompagnement et de formation donc au Kenya, et j'en ai une autre qui est partie sur ses propres congés également, en Côte d'Ivoire. Donc, et je pense que c'est important, notamment j'ai beaucoup de jeunes dans mon équipe. Et les jeunes, la génération Y, si on ne leur donne pas de sens, ils s'en vont. Donc il faut leur donner un sens, une vision à long terme, et ce n'est pas les dollars ni les euros qui les intéressent, c'est vraiment cette vision à moyen terme. Donc je pense qu'effectivement il est fondamental en guise de conclusion pour les entreprises d'intégrer cette dimension à la fois environnementale, ça c'est notre rôle. Alors qu'est-ce qui m'a inspiré dans cette démarche? Deux personnes, André Sobzak, qui est enseignant-chercheur à Audencia et qui, lors de l'executive MBA, nous a sensibilisés sur évidemment cette partie-là. Et puis j'ai eu la chance aussi de rencontrer à plusieurs reprises, dans le cadre de ma mission précédente, Nicolas Hulot, qui a été aussi l'instigateur et le révélateur en fait de la nécessité de faire quelque chose pour notre planète. Alors, je reste à votre disposition pour toute question. Very happy to take questions to any of the panelists. Dolores Larocque, je suis directrice Stakeholder Engagement chez Sodexo. J'ai une question concernant le label Lucie. J'aimerais savoir quel est le coût de labellisation chez une entreprise, tarif, et au-delà du déploiement que sûrement vous envisagez en France, quelles sont vos connexions avec des réseaux, des labels internationaux? Alors, ok, je vais répondre et je vais répéter la question parce que je pense que tout le monde n'a pas entendu. Dolores Larocque de Sodexo qui demande le coût de la labellisation et si effectivement il y a des extensions prévues de Lucie à l'international ou des connexions avec des réseaux. Alors le coût en fait d'une labellisation, vous savez, ça dépend vraiment de la taille de l'entreprise. Nous déjà on a un principe de solidarité qui fait que les gros payent plus cher que les petits pour permettre aux petits d'avoir les mêmes services, puisqu'on vous a dit que tout le monde bénéficiait des mêmes choses. Donc c'est pas cher entre guillemets pour les petits et c'est plus cher pour les gros. Et c'est les petits qui en ont le plus besoin effectivement des services qu'on peut fournir. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que nous, on est en partenariat avec Vigeo et AFNOR, et que donc il y a effectivement des audits qui sont faits tous les 18 mois par Vigeo ou AFNOR Certification pour vérifier que les engagements pris sont tenus, et donc c'est ça qui permet de garantir la crédibilité du label, parce que AFNOR et Vigeo effectivement apportent ça. Donc effectivement, ces audits, ça a un coût, c'est pas plus cher qu'une démarche qualité ou ISO 14001. Donc le coût de ces audits dépend de la taille de l'entreprise en nombre de salariés, du nombre de sites, effectivement, de la localisation, du nombre d'activités. Et donc il y en a tous les 18 mois. Donc effectivement, le premier est le plus cher puisqu'il s'agit de faire un bilan de la situation, comme l'a dit Cécile, et donc de voir effectivement tout ce qui existe et qui marche, et donc on n'a pas besoin de refaire, et aussi tout ce qu'il y a à mettre en place. Et ensuite, au niveau du suivi, c'est juste effectivement vérifier que les engagements ont été tenus. Donc effectivement, on a des entreprises qui payent effectivement pour se faire contrôler, mais ça c'est le principe de tous les audits, et en contrepartie, on a cette garantie. Ensuite, nous, Lucie, on prend un pourcentage du chiffre d'affaires comme cotisation à la vie de la communauté Lucie, qui représente un 10 millième du chiffre d'affaires, donc 0,01%, avec un plancher à 1 000 € et un plafond à 12 000 €. C'est-à-dire que jusqu'à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, on prend 1 000 € par an. Et au-delà de 120 millions d'euros, on ne prend que 12 000 € par an. Voilà. Donc on n'a pas voulu aller dans des trucs démesurés. En moyenne, pour vous faire une estimation globale, des petites entreprises de moins de 10 personnes, de moins de 20 personnes avec un seul site, ça leur coûte en moyenne 10 000 € sur 3 ans. Donc on peut dire entre 3 et 4 000 € par an, avec les audits, les rapports, tous les services, les films, les vidéos, les plaquettes, la com, les événements, les formations, le réseau, le networking, les avantages banque, assurance, les formations des managers. Donc on essaye d'en faire de plus en plus. Les vidéos, si vous allez sur YouTube, vous tapez Communauté Lucie, vous verrez que chaque société labellisée a droit à une vidéo de 2 minutes comme celle qu'on vous a montrée tout à l'heure, avec ses propres images.
Et donc voilà, Grégory qui est en train de filmer là-bas s'occupe de ça. En fait, pour des entreprises plus grandes, ça varie, mais pour des groupes, ça peut être bien plus cher, mais quand même relativement faible par rapport à la taille des groupes. Pour la deuxième partie de la question, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ISO 26000 n'est pas certifiable. Donc on n'a pas d'exigence et on n'a pas de certificat qui soit valable internationalement. Donc Lucie a été pionnier en Europe. On s'est donné ce type de label RSE de référence parce qu'on a fait un benchmark sur tout ce qui existait en Europe. On a vu que ce qu'on fait, il n'y a personne qui le fait. Maintenant, il y a des démarches d'accompagnement, d'évaluation. Vous en connaissez, il y a plein de gens qui font ça sur le salon. Et donc on pense, nous, qu'il y a des Lucie qui vont se développer en Allemagne, en Belgique, en Italie, en Espagne, etc. Ce qui compte, c'est d'être aligné sur l'ISO 26000, parce qu'après, que vous ayez l'une ou l'autre version, à partir du moment où vous avez le même référentiel d'évaluation, vous pouvez vous comparer. Donc on aura sans doute des passerelles. En ce qui concerne le développement de Lucie à l'international, oui, on a déjà eu des demandes, notamment dans le Benelux, et en Suisse, et puis un petit peu ailleurs. Maintenant, il faut quand même atteindre une masse critique, déjà en France, qu'on est en train d'atteindre pour pouvoir envisager l'international. Et puis, il y a quand même aussi une partie réglementaire qu'il faut prendre en compte. Voilà. Donc un jour peut-être, mais pas tout de suite, parce que voilà, nous, on préfère se concentrer déjà sur les PME, les ETI françaises, où il y a déjà beaucoup de choses à faire. Philippe Garcin, Réseau Entreprendre pour M. Le Gobel, donc un peu l'avocat du diable. Pour le moment, les PME sont soumises à quelques difficultés économiques. Toutes ces mesures que vous prenez, là c'est un petit peu du plus, ou du moins justement sur le plan économique. Comment vous pouvez le justifier auprès des actionnaires? J'ai l'avantage d'être moi-même l'actionnaire, donc je me le justifie à moi-même, c'est effectivement plus facile. Et encore une fois, je dirais que comme Yves Gillet, qui est aussi un membre de Réseau Entreprendre, je pense que le rôle sociétal est important, donc c'est un investissement, moi je le considère plutôt comme un investissement, effectivement ça a un coût. Je pense que le label Lucie a aussi un coût, mais quel est ce coût? On ne va pas raisonner en ROI quand il s'agit de RSE, je pense, ce serait déplacé. En revanche, c'est forcément un investissement sur le long terme. Alors c'est sûr que pour des financiers qui ne raisonnent qu'au quarter, ça ne doit pas être très compatible. Quand on a une logique de pérennité d'entreprise et en fait de PME avec des actionnaires stables qui sont en général les créateurs ou les repreneurs, il n'y a pas de souci de visibilité et donc d'investissement dans le domaine. C'est des investissements plus rentables. Certes, mais je pense que l'image qu'on donne, c'est aussi le reflet de la personnalité du dirigeant. Hein, donc chacun souhaite effectivement mener son entreprise comme il le veut. Tout le monde n'a malheureusement pas encore une démarche RSE, mais il faut bien des pionniers pour y arriver. Je vais juste me permettre de rebondir et de vous contredire un petit peu sur le fait qu'on ne peut pas utiliser de ROI sur la RSE, parce que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que sans doute vous dites aussi que ça peut apporter quelque chose aux entreprises. Et donc on a dans les actionnaires de Lucie un cabinet qui s'appelle Goodwill Management, dont l'activité principale est de démontrer la rentabilité de la RSE pour les groupes du CAC 40, avec à peu près la moitié des groupes du CAC 40 comme clients. Et donc on arrive à faire des bilans économiques sur le fait qu'effectivement la RSE est rentable dans à peu près 99% des cas, avec un impact sur le résultat d'exploitation qui va de 1 à 40%. Donc du résultat d'exploitation qui peut être conditionné par une politique RSE. Ce qu'on a décidé de faire cette année, c'est de mettre ça en place pour les membres de la communauté Lucie qui le souhaitent, et de façon gratuite, puisque vous l'avez compris, chaque année on rajoute quelque chose au package, puisque plus on est nombreux, plus on peut faire de choses. Et donc on a 10 PME PME et ETI qui vont se lancer dans cette démarche. C'est une première mondiale, puisqu'effectivement démontrer la rentabilité en euros de la RSE sur des PME et des ETI, ça n'a jamais été fait, à notre connaissance. Et en fait, le principe, c'est de voir effectivement, de travailler notamment sur la méthode des gains directs, mais aussi des coûts évités. Parce qu'effectivement, un gain direct, c'est facile. Si vous gagnez en performance énergétique, vous voyez votre facture qui diminue, ça c'est facile à voir.
Mais effectivement, il y a aussi les coûts évités. Vous savez qu'un salarié qui quitte une entreprise, ça coûte à l'entreprise en moyenne 6 mois à 2 ans de salaire. Donc effectivement, si on arrive par des indicateurs adaptés et par un traitement statistique des données, y compris si le PME a démontré qu'effectivement une démarche RSE permet de fidéliser davantage les salariés, de baisser le turnover, et bien effectivement on peut faire des conversions. Il y a des chiffres assez spectaculaires qui ont été montrés, notamment sur la rentabilité de la politique sociétale de la SNCF, par exemple sur l'errance en gare, le traitement de l'errance en gare, la conversion de peine pour des détenus qui font des travaux d'intérêt public, etc. Et donc on arrive à montrer que la SNCF, grâce à sa politique d'action sociétale, en faisant ça plutôt qu'en mettant des gardiens auprès des gares ou en refusant toute action sociétale, gagne 11 millions d'euros par an. Voilà, en delta net. Et donc là, je vous parle vraiment du gain positif. Donc il y a tous ces coûts évités. Il y a aussi les nouveaux marchés qu'on peut gagner. Parce que, vous le savez, si certains d'entre vous répondent à des appels d'offres, notamment publics, c'est de plus en plus intégré avec des clauses importantes. Je pense à la régie des eaux de traitement des eaux usées de Marseille, là qui est un contrat qui est actuellement remis en cause. Donc on a dans l'appel d'offres une pondération de 40% sur gestion durable du service. Donc voilà, donc les sociétés qui en place travaillent activement sur l'ISO 26000 pour effectivement conserver ce poste. On a labellisé récemment une filiale de GDF Suez qui s'appelle la Chaîne, Société Hydroélectrique du Midi. La raison c'est la même, c'est qu'en fait les barrages, ils vont être remis en concurrence et donc les autres pourront se présenter. Et effectivement les appels d'offres publics, mais aussi de plus en plus privés et les grands donneurs d'ordre. Je pense que voilà, si on a des représentants de grandes sociétés, aujourd'hui c'est aussi parce qu'ils s'intéressent à ça, eh bien ils sont à la recherche de prestataires plus responsables. Et là il y a une explication très logique, c'est l'article 225 de la loi Grenelle 2, qui fait que déjà dès cette année, dès l'année dernière même, on a des entreprises qui sont soumises. Vous savez qu'à terme, toutes les entreprises de plus de 500 salariés devront faire du reporting RSE. Et dire ce qu'elles font. La première chose à faire et la plus facile, c'est de demander à tous ces fournisseurs et prestataires de faire quelque chose. Et effectivement, nous on a fait une table de correspondance entre ce qu'on peut faire avec l'ISO 26000 et l'UCI et l'article 225. Et quand vous êtes dans une telle démarche, vous pouvez immédiatement répondre à toutes les catégories de reporting. Donc on a de plus en plus des grands donneurs d'ordre qui recherchent des prestataires responsables et qui, s'ils peuvent en apporter la preuve de façon simple et crédible, c'est plus facile. Donc voilà, je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour le résultat notamment de notre expérimentation sur les PME, où on aura des chiffres qui seront publiés sur la rentabilité et la RSE dans les PME. Nous sommes posés vous êtes posé des questions que l'on peut lire dans ce guide, dans cette brochure. Il y en a 3, et vous comptez y répondre à travers des témoignages. On a quelques réponses à travers des témoignages. Mais il y a une présentation également des recherches là-dessus. Est-ce que vous comptez le présenter compte tenu du temps ou comment peut-on s'y retrouver par la suite? Personne n'a vu la brochure dont vous parlez, donc si vous pouvez la montrer et dire de quoi il s'agit. C'est quoi? Le programme, la RSE dans les PME, les ETI. Okay. Quelles sont les spécificités de la mise en place d'une démarche RSE dans les PME et les ETI? Les PME et les ETI sont-elles plus innovantes en matière de RSE que des grands groupes? Comment former les dirigeants et managers à la RSE dans les PME et les ETI? Donc il y a une présentation des recherches, il y a des témoignages. Donc dans les témoignages, j'ai pu capter un certain nombre de réponses. Ici, on parle de présentation des recherches. Je serais intéressé de savoir qu'est-ce qu'on a pu y trouver. Yes, specifically speaking about the research, I mentioned my colleague Andrei Sobchak, the Associate Dean of Research. Andrei was supposed to be here today and unfortunately he wasn't able to join us, and so he would have been speaking more specifically about the research projects. So I think we've had from Cecile some information about how she has been working with Andrei specifically on our research project with other companies. So maybe Cecile, you could. Je peux peut-être apporter quelques réponses par rapport au travail que nous on fait avec Sobchak de Audencia par rapport à la chaire. Donc dans cette chaire, comme je vous disais, on est 4 PME. Il y a Belém, il y a IMA Assistance, les Coteaux Nantais et donc SCE.
Ces 4 entreprises se sont donc fondées dans cette chaire pour travailler sur des sujets RSE. Je sais que les Cotonantais, par exemple, travaillent sur le projet d'un verger solidaire, oui c'est ça. Donc ils veulent, bon, ils seraient mieux placés que moi pour en parler, hein, mais ils veulent mettre un jardin en fait à disposition des écoles, par exemple, des enfants. Un jardin qui soit voilà, solidaire, que chacun puisse y venir. C'est un jardin bio et c'est en travail du coup avec des étudiants de l'ENSEA qui mettent ça en place. Parce qu'il y a tout à faire. Nous, on travaille, par exemple, sur... en fait, il y a eu une réorganisation de l'entreprise SCE au début d'année. De ce fait, on s'intéresse à son efficacité pour les collaborateurs et on a essayé de mettre en place avec Audencia des indicateurs qui nous permettent de mesurer l'efficacité de cette réorganisation. Donc c'est pareil, on travaille avec Audencia, ils ont mis en place un questionnaire, on a créé un panel collaborateur et on va essayer sur l'année 2013 de prendre des tendances en fait et de pouvoir répondre aux besoins et de réajuster aux besoins aussi des collaborateurs sur donc, le sujet de la réorganisation, qui est un gros changement pour une entreprise et qui a forcément des impacts. Voilà, donc chaque entreprise a un sujet comme ça. Et on est accompagné d'André, d'une chargée d'études qui travaille exclusivement pour nous. Et bon, pour certains cas, d'étudiants en plus qui sont à MBA, il me semble. Voilà, ça c'est le travail qu'on fait avec Audencia. Je me permets juste de faire un commentaire additionnel sur le fait est-ce que les PME sont plus innovantes que les ETI et les entreprises. Alors moi je dirais oui quand le dirigeant est convaincu, et vous l'avez, je crois que tout le monde pourra le dire ici, vous avez plusieurs exemples là, vivants. En fait, la RSE c'est avant tout, et quoi qu'on en dise, une question de conviction du dirigeant. C'est-à-dire qu'on a y compris en temps de crise, hein, nous on a dans nos 70 entreprises membres des entreprises qui vont pas bien et qui continuent à innover, à se différencier en disant on va sortir de là par le haut, on va montrer qu'on est différent et effectivement on continue à se dire que le monde change et que nous on se prépare à ça. Donc effectivement ça peut paraître surprenant parce que généralement tout le monde a une attitude très conservatrice, mais en tout cas nous on s'adresse à ce genre de dirigeants-là. Et donc l'avantage de la PME par rapport, ou même de l'ETI par rapport à des grandes entreprises, c'est que la chaîne de commandement est beaucoup plus courte. Et donc dès qu'on a un dirigeant qui est motivé, pour peu qu'il soit un petit peu charismatique, et bien vous avez tout le monde qui suit, et vous avez des réactions beaucoup plus rapides, en chaîne. Et donc on a vu, nous, dans le cadre de labellisation Lucie, les entreprises se transformer en l'espace de quelques années, voire de quelques mois. Hein. Alors, même sur des organisations un peu plus grosses, on a labellisé la Banque Populaire Atlantique, mais c'était un chantier fou, mais pendant 6 mois, à l'échelle d'une entreprise de 1500 personnes, ils ont changé plein de choses. Et des petites structures aussi qui ont décidé, bon ben demain, voilà, si on remettait tout en cause. Ça change aussi avec la manière de manager la RSE, puisque c'est un peu le sujet aussi, dans les PME. Eh bien, si vous avez effectivement une possibilité d'échange plus facile avec les dirigeants, avec les managers, et d'utiliser l'intelligence collective de l'entreprise. Et moi je pense à des exemples hyper concrets hein, de gens qui sont sur le terrain dans des entreprises qui louent du matériel de réception ou chez PLM qui font des portes, où chacun donne ses meilleurs trucs parce que simplement on lui a demandé son avis à un moment donné. Et la beauté de ce genre de process, c'est qu'à un moment donné, ça replace l'entreprise face à ses principales parties prenantes qui sont ses salariés, mais aussi ceux de l'extérieur, en disant finalement qu'est-ce qu'on peut faire. Et l'ISO 26000, elle a cette vertu de faire considérer les entreprises comme faisant partie d'un écosystème et les patrons d'entreprise comme effectivement au centre de l'écosystème et non plus comme des dirigeants autocrates qui prennent des décisions et qui voient ce qui se passe. Là, chaque décision est éclairée à la lueur de qu'est-ce que va en penser cette partie prenante. Est-ce qu'elle peut m'appuyer? Est-ce qu'elle peut me freiner? Comment on peut faire du co-développement à ce niveau-là? Et vraiment, enfin, pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite
à tester effectivement des séances de créativité sur les RSE avec les entreprises, mais en prenant tout le monde, du concierge jusqu'au PDG, et en mettant tout le monde autour de la table avec la même voix, et de voir tout ce qui se passe, mais vous seriez étonné de voir tout ce qui sort, et parfois des choses mais tellement simples en fait. Moi j'ai une expérience personnelle où j'ai travaillé chez L'Oréal sur des déchets, et juste en se remettant autour d'une table sur des budgets déchets, on a réussi à baisser de 80% le budget des déchets, de traitement des déchets, parce qu'on mettait tout dans une seule grosse benne qui finissait à incinération et qui avait là-dedans plein de choses à trier, à valoriser, à revendre parfois cher. Et simplement, personne n'avait pris ce temps. Donc tout est entre vos mains en fait, et je trouve qu'effectivement dans les PME c'est encore plus facile. Thank you very much to all our panelists. Unfortunately, we've been told we have to stop and leave the room now. We are on stand B if you would like to visit us for more information, or you're welcome to speak directly to the panelists. Thank you so much for your presence.